salle nous entend. Oui, bonjour à tous. Ravi d'être à vos côtés pour animer cette table ronde entre Julia Faure et Gabriel Attal, que j'ai pas besoin de présenter ni l'un ni l'autre. L'organisation de l'UED, il y a quelques semaines, avait choisi un thème « On ne peut plus d'actualité ». Être dirigeant dans le monde qui vient s'impose encore plus aujourd'hui, vous le savez, comme thème de débat, alors qu'on sent bien qu'on vient d'ouvrir une nouvelle page de la crise politique qui frappe notre pays. Après la dissolution de juin dernier, l'autodissolution du gouvernement Bayrou provoque de la colère chez les Français, le sentiment au fond que notre classe politique n'est pas à la hauteur. D'un côté, ceux qui sont aux commandes, au pouvoir, qui échappent à leurs responsabilités dans un excès d'orgueil qui laisse tomber les Français, après moi le chaos. Et puis de l'autre, ceux qui revendiquent le pouvoir aux deux extrémités de l'échiquier politique, qui jouent sur le populisme et le communautarisme. Du coup, j'ai rencontré plusieurs sondeurs cette semaine qui me disaient qu'ils étaient inquiets de la colère qui montait, la volonté d'un grand dégagisme chez les Français, un climat presque insurrectionnel, comme on l'a connu lors des Gilets jaunes, que vous avez d'ailleurs vécu directement, hein, Gabriel Attal, dans votre ministère. Bref, on a besoin d'une nouvelle manière de faire de la politique ou de l'activisme, hein, c'est selon, c'est pas une question d'âge, il n'empêche que vous incarnez tous les deux une nouvelle génération de responsables politiques, responsables économiques, responsables sociaux, et qu'on a envie de savoir si vous serez à la hauteur des aspirations de renouveau démocratique de nos concitoyens. Alors je rappelle que nous sommes ici dans une agora, que nous voulons trouver ensemble des solutions. On compte donc sur vous. Nous voulons co-construire les solutions pour sortir de notre crise politique et sociale qui risque de nous conduire dans l'abîme au moment où à l'ouest et à l'est, nos repères disparaissent. Nous ne pouvons plus compter sur les Américains et nous ne pouvons pas faire confiance aux Russes. L'Europe, quant à elle, est impuissante et à reconstruire. On va donc commencer avec vous tous les deux. On va partager ensemble votre vision du monde et votre capacité à le changer. On commence par le modèle. On prend en compte évidemment tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire les crises géopolitiques, les transitions écologiques, les ruptures technologiques avec l'IA, la remise en cause des modèles managériaux dans les entreprises. Quelles sont vos marges de manœuvre et quels sont vos buts, Julia Faure et Gabriel Attal? Est-ce que vous avez l'impression de disposer des bonnes manettes? On va être très concret, on va parler par exemple de l'accord commercial qu'il y a eu entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que c'est le bon accord? Est-ce qu'il fallait mener les négociations comme elles ont été menées? Qu'auriez-vous fait? On commence par vous, Julia? Ok. Ouais, alors moi vraiment je me sens pas capable d'aller mener ce genre de négociation, hein. Moi j'ai une boîte de 10 personnes. Mais sur la tonalité de l'accord, on en parlait juste. Non, ouais, non, mais alors c'est intéressant parce mais qu'on envoyez-moi. On en parlait tout à l'heure avant de rentrer dans la salle. Vous nous disiez, on parlait notamment des politiques qui avaient été menées par Bolsonaro aujourd'hui par Milei, ouais, et d'une sorte de discours ambiant sur le fait que le libéralisme et en fait l'absence de fiscalité, ou en tout cas la baisse de la fiscalité et des normes, c'était le bon chemin. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Et en fait, ça m'a toujours interrogé pourquoi il y a des entreprises qui disent ça. Parce que moi, si je réfléchis à un ultralibéralisme, c'est-à-dire une absence de normes, un définancement de l'État, une chute des services publics, ça handicape mon entreprise. Et je me dis, mais pourquoi il y a des entreprises qui peuvent être en faveur de ça? Et je pense que parce qu'il y a une catégorie d'entreprises qui effectivement peuvent bénéficier de cet effondrement parce qu'elles vont pouvoir mettre à la place de ce qui était gratuit des systèmes payants. C'est le système de santé aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a une catégorie d'entreprises qui est effectivement très pro-Trump, très pro-Milei, mais c'est pas les petites entreprises, c'est pas les PME. Nous, on a besoin justement d'un État qui soit fort, d'infrastructures publiques qui soient puissantes, on a besoin d'un système scolaire qui soit gratuit, on a besoin d'une santé qui soit gratuite. Nous, c'est ça le fondement qui permet à notre tissu économique de se développer. C'est pour ça que je comprends pas tout le mouvement pro-Trump des petits patrons en tout cas. Et là, sur ce qui s'est passé, le fait d'un accord très déséquilibré avec, d'un côté, on l'a vu hier, hein, la suppression de la totalité des droits de douane qui frappent les produits américains en Europe, et à l'inverse, une taxation minimale, unilatérale de 15% de la part des Américains. Bon, peut-être que votre business n'est pas directement affecté, mais ceux de vos collègues, de vos confrères. Ouais, non, mais c'est incompréhensible. Là, pour le coup, je veux dire, pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir un PhD en économie pour comprendre qu'on se fait avoir dans cette histoire, hein, sauf si vous faites une analyse différente. Mais je pense que ce qui est intéressant là, dans ce jeu géopolitique, c'est que tout le monde impose un peu son agenda économique. Pour la Chine et les pays fabricants, il faut que la compétitivité se fasse à l'aune du moins cher.
Ils ont intérêt parce qu'en fait, ils ont une main-d'œuvre moins chère, donc ils arrivent à produire moins cher. Pour les États-Unis, c'est à l'aune de qui a le plus de pouvoir, donc en imposant des droits de douane. Et nous, je trouve que l'Europe, et en particulier la France, on est entre les deux. Des fois, on baisse nos normes sociales et environnementales pour rentrer dans la compétition avec le moins cher, et en même temps, on cède au chantage des États-Unis. Alors que notre carte à jouer, c'est de placer la compétitivité sur un autre secteur. Et le seul endroit où l'Europe est meilleure que les autres, c'est sur les normes sociales et environnementales. Donc, ce qu'il nous faut, c'est déplacer en tout cas le paradigme de la compétitivité sur ces endroits-là. Donc, je comprends que ça sonne comme si on ne comprend pas ce que je veux dire. Mais concrètement, concrètement, ce que ça veut dire, et je vais rentrer dans le vif du sujet, sur la loi du plomb. Quand on se dit, les autres autour de nous ont des pratiques qui sont pires que les nôtres. On a deux manières de faire, soit on s'aligne sur les pratiques moins bonnes que nous, soit on décide de dire que non, on maintient nos pratiques qui sont meilleures en termes de standards sociaux et écologiques, et on régule l'entrée sur notre marché des produits qui sont faits dans le cadre de pratiques qui sont interdites chez nous. Et je dis ça vraiment, je ne vois pas quelle est l'autre manière pour l'Europe et en particulier pour la France de gagner. On ne fera jamais les produits les moins chers, on ne fera jamais les produits, on n'aura jamais la puissance des États-Unis. Notre seul avantage, c'est combien on protège nos gens et l'environnement. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on... On va revenir dans un instant sur ces injonctions contradictoires, peut-être sur la performance et sur la santé, mais quand même, Gabriel Attal, vous avez donc assisté, vous êtes pas aux commandes aujourd'hui à cette négociation entre l'Europe et les États-Unis. Vous espérez être dirigeant dans le monde qui vient, c'est le titre de notre débat aujourd'hui. Est-ce que vous vous dites, mais pourquoi je vais aller dans cette galère, puisqu'au fond, face aux Américains, en tant qu'Européens, on a été complètement dépossédé de notre capacité de négociation, on a abdiqué, peut-être qu'on a pris la solution la moins pire, c'est-à-dire 15% de taxes, à un moment donné on a été menacé de davantage, mais au fond on avait très peu de moyens de se défendre et d'imposer autre chose. Est-ce que ça vous désespère ? D'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Moi, je me garderais de faire la leçon. C'est très difficile d'arracher un bon accord quand vous n'êtes pas à l'initiative d'une guerre commerciale qui a été lancée par les États-Unis. C'est difficile d'arracher le meilleur accord possible quand vous devez négocier, ce qui a été le rôle de la Commission, au nom de 27 pays qui peuvent avoir des visions différentes, qu'il s'agit de rapprocher, et qui globalement, si j'ai bien compris, avaient donné comme mandat de ne pas faire de l'escalade. Et je parle ici des gouvernements des pays, mais aussi des représentants des entreprises et d'un certain nombre de secteurs, pas uniquement d'ailleurs les plus grandes multinationales qui, elles, finalement, elles arrivent à réallouer un certain nombre d'activités dans des pays en fonction des droits de douane qui sont installés, mais aussi de plus petites entreprises qui dépendent, pour certaines d'entre elles, des PME, des ETI, des exportations et qui n'ont pas souhaité qu'on rentre dans une escalade. Donc moi, je me garderais d'être définitif. Je sais que par ailleurs, il y a des exigences des États-Unis qui ont été refusées par l'Union européenne. Forcément, on en parle toujours moins, mais il y a quelques exemples. Ils souhaitaient par exemple imposer à l'Europe de revenir sur la réglementation en termes de sécurité qui est appliquée aux voitures vendues dans l'Union européenne. Réglementation de sécurité, autofreinage, etc. Parce qu'aux États-Unis, ils ne les appliquent pas. La Commission européenne a tenu, on a refusé de le faire. Sur les services numériques aussi, et là il y a un point de vigilance très important, il y avait une demande de revenir sur des textes européens qui sont pour moi très importants, notamment le DSA et le DMA, pour être capable d'imposer un certain nombre de choses aux géants du numérique. La Commission a refusé de le faire. Et je dis qu'il faut être vigilant parce qu'on a vu des déclarations de Donald Trump et de son administration ces derniers jours indiquant qu'il souhaitait revenir en avant sur ce sujet-là et remenacer à nouveau l'Union européenne de droits de douane si l'Union européenne ne bougeait pas sur ces questions-là. Donc il faudra être très dur. Maintenant, cet accord, il a été pris. Il a été pris sur les biens. Moi, j'ai plaidé dans une tribune que j'ai publiée cet été pour qu'on lance, nous, à notre initiative, un nouveau rapport de force sur la question des services numériques. Et l'Union européenne, elle peut dire, de la même manière que Trump l'a fait sur les biens, on impose une taxe sur les géants du numérique, on rentre dans un rapport de force, et dans ce rapport de force, on impose nous-mêmes, à nos termes, une négociation pour négocier un accord qui bénéficiera à l'Europe, qui a évidemment besoin aussi de se protéger si elle veut être capable de produire ses propres géants du numérique. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'on a encore le pouvoir, est-ce que c'est possible? Moi je crois que oui, profondément. Mais je crois plus que jamais, et ça malheureusement ça devient totalement impopulaire dans le débat public et dans le débat politique singulièrement, je crois que c'est au niveau européen que ça se joue véritablement, en tout cas sur ces sujets-là.
C'est pas vrai de dire qu'on s'en sortira tout seul, en se repliant sur nous-mêmes, en menant des combats en franco-français. C'est au niveau européen qu'on arrivera à imposer ce modèle. Et moi, je rejoins totalement le fait de ne pas faire une forme de course aux normes les moins élevées possibles, etc. Mais le raisonnement que vous avez eu, que je partage, pour moi, c'est entre l'Europe et les autres puissances qui se jouent. Vous avez cité l'exemple loi du plomb à cet ami prix, donc on pourra y revenir. On est dans un marché unique au niveau européen. Donc ce que vous dites sur il faut effectivement mettre un certain nombre de barrières, décider d'un modèle, faire appliquer ce modèle à l'intérieur de nos frontières et refuser des produits qui ne respectent pas nos standards quand ils viennent de l'extérieur de nos frontières. Je suis totalement d'accord avec cette logique. Je pense qu'elle se joue au niveau européen plus qu'au niveau français. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on abandonne, que l'Europe n'y arrivera jamais, etc. Je ne crois pas. En tout cas, sinon, je ferais autre chose de ma vie. On ferait tous autre chose de nos vies si on ne pensait pas qu'on pouvait changer les choses. Je pense que ces dernières années, il y a des raisons de se lamenter quand on voit un certain nombre de sujets sur lesquels l'Europe n'a pas réussi à imposer un certain nombre de choses. Il y a aussi des motifs d'espérance, parce qu'on a vu que l'Europe était capable, quand même sur un certain nombre de sujets, d'avancer plus vite que les autres puissances européennes et d'être plus ambitieuses. On va parler de deux sujets. On va en rebondir sur ce que disait Julia sur la loi du plomb et la nécessité de concilier à la fois la performance économique, parce que dans l'agriculture, en tout cas c'est ce que nous disent bon nombre d'agriculteurs, les réglementations françaises pour le coup étaient différentes de celles de leurs collègues européens et ont conduit à la disparition de filières, je pense à la betterave, je pense à plein de choses comme ça. Et donc du coup il y avait cette loi qui était censée rééquilibrer un peu les choses. Vous nous avez dit pourquoi vous pensiez que c'était la mauvaise idée et qu'on pouvait nous avoir notre propre modèle de production, quitte à être un peu plus cher. Est-ce que c'est possible au sein d'un marché comme l'Europe de faire ça, Julia ? Je trouve que c'est, moi c'est intéressant. Quand on a commencé à se battre dans le secteur textile pour la loi fast fashion, on a eu beaucoup cette réponse-là. C'est pour ça que je me méfie un peu de l'argument c'est pas nous, c'est l'Europe, parce que moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu pour justifier une non-régulation du marché. Et au final, on a quand même réussi à avoir une loi effectivement qui s'insère dans un cadre français, mais qui a vocation en fait à être européanisée. Et je trouve qu'il y a pas mal de règles comme ça qui sont parties de la France et qui ont été généralisées. Et je pense qu'il y a, quand on dit c'est à l'Europe de gérer, il faut pas oublier que l'Europe c'est nous. Enfin, je veux dire, l'Europe, c'est pas une entité à part qui prend ses décisions. L'Europe, c'est une assemblée générale, quoi. Donc, effectivement, il y a des rapports de force, etc. Mais moi, je suis contente de vous avoir entendu dire ce que vous avez dit sur une forme de protectionnisme social et écologique, parce que je pense qu'il faut qu'on soit d'accord sur ce constat en France pour pouvoir aller porter cette vision au niveau européen. Enfin, au niveau européen. Je pense qu'on a besoin de ça. Donc, je suis d'accord qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'Europe, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est pionnier et ensuite l'Europe suit. Je prends un exemple assez technique, la REP, la responsabilité élargie des producteurs, c'est quelque chose qui est né en France, c'est le principe du pollueur-payeur qui fait que c'est dans ce cas, c'est parce qu'il y a ce cadre réglementaire qu'on a pu faire passer la loi fast fashion, c'est en train d'être généralisé au niveau européen, donc il ne faut pas se priver de politique nationale, mais effectivement il faut les accompagner de push au niveau européen. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit aussi, à chaque fois qu'on prend des mesures écologiques, il faut qu'elles écologique ou sociale, il faut qu'elle s'accompagne de mesures protectionnistes. Et j'ai oublié la question. Non, mais on était sur la loi du plomb. Effectivement, ces injonctions contradictoires. Peut-être on peut laisser parler Gabriel, qui a soutenu, le groupe a soutenu la loi. Non, c'est vrai. Donc, il y avait des intérêts. Non, mais... Donc, voilà, on vous écoute. Non, mais... Je suis pour qu'on défende nos intérêts et un modèle européen qu'on construit. Moi, je suis pour que le continent européen soit le continent et que l'Union européenne soit la puissance la plus avancée sur la défense de l'environnement et sur le progrès social. Et donc, je suis pour empêcher effectivement des puissances qui ne respectent pas ces standards de déverser un certain nombre de produits à bas coût sur le continent européen. J'ai parlé il y a quelques mois, on avait fait un événement, je remercie parce que Impact France avait accepté de venir débattre avec nous, c'est important qu'on puisse débattre à la Cité du Cinéma. J'avais parlé d'un bouclier industriel européen face aux surcapacités chinoises et autres. Je ne suis pas non plus pour la fin du commerce international. Je pense que ce qu'on doit être capable de réinventer, c'est une nouvelle manière de faire du commerce à l'international. On voit bien que toutes les structures multilatérales qui ont régi, gouverné le commerce et les relations internationales, qu'on a toujours connues, qu'on a apprises à l'école, elles sont complètement mortes. L'OMC, qui peut encore considérer que l'OMC a un rôle central aujourd'hui quand on voit que plus personne ne le respecte. Si on devient, nous, les seuls à respecter des règles internationales que plus personne ne respecte, c'est sûr qu'on se fera bouffer. Donc on doit réinventer ça. Donc on doit, je pense,
de la même manière qu'on se protège d'un certain nombre de puissances qui ne respectent pas nos standards, on doit prendre des mesures de l'autre côté pour faciliter les échanges avec d'autres puissances qui, elles, acceptent de s'aligner sur nos normes et de respecter nos standards. Et par ailleurs, j'ajouterais de respecter la démocratie aussi, parce qu'il n'est pas interdit de défendre des valeurs dans le monde. Ensuite, sur la loi du plomb, on peut y revenir. Moi, je redis ce que je viens de dire sur le fait qu'on est dans une Union européenne avec un marché unique, avec des produits qui circulent. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit se déposer sur l'Europe et qu'on ne peut pas avancer tout seul. On pousse un certain nombre de sujets au niveau européen, et vous avez des décisions qui ont été prises au niveau européen sur certaines molécules, si on parle des questions agricoles, mais je sais qu'au-delà d'être chef d'entreprise dans le textile, vous êtes ingénieur agronome, je crois, donc vous connaissez le sujet. Heureusement, je suis assez nul en agronomie. Donc. Et l'Europe a suivi. Et l'Europe a suivi derrière. Moi, je pense que dans un contexte de guerre informationnelle où toute information est concurrencée l'une avec l'autre, je pense qu'il faut faire confiance aux agences sanitaires. Et on a la chance d'avoir en France et en Europe des agences sanitaires indépendantes. On a l'ANSES en France et on a l'EFSA au niveau européen. L'acétamipride, qui est la mesure qui était contenue dans la loi du plomb, je dis était parce qu'elle a été censurée, la mesure par le Conseil constitutionnel, c'est une molécule qui a été interdite en France, non pas par l'agence sanitaire l'ANSES, mais par une décision politique du gouvernement de l'époque, 2015-2016, de l'interdire. Moi, la seule chose que j'ai défendue, et c'est un engagement que j'avais pris auprès des agriculteurs quand j'étais à Matignon, c'est que notre agence sanitaire puisse se prononcer, que l'ANSES puisse se prononcer. Et ce qui est vrai, c'est que dans la première loi du plomb, le texte tel qu'il est arrivé, il y avait la suppression de l'ANSES. Donc c'était compliqué que l'ANSES se prononce, puisque les sénateurs LR qui portaient cette loi décidaient de supprimer l'agence sanitaire. Si avec mon groupe, on ne s'était pas battu, l'ANSES aurait été supprimée. On est parvenu à supprimer la mesure du Sénat pour que l'ANSES, notre agence sanitaire, soit maintenue. Donc voilà, c'était ça la logique de ce vote. Maintenant, il y a eu cette censure du Conseil constitutionnel. Je la respecte par définition, c'est nos institutions. Mais je pense que ça n'éteint pas le sujet de la concurrence déloyale. Et effectivement, vous l'avez dit, de certaines filières agricoles, vous avez cité la noisette et la betterave, qui font face parfois à des invasions, des attaques de pucerons extrêmement nocifs sur un moment. Leurs collègues dans d'autres pays européens, chez nos voisins en Allemagne, en Espagne, font face aux mêmes menaces. Eux, ils ont le droit d'utiliser un produit. Eux n'ont pas le droit de l'utiliser, ils perdent leur récolte. Et pourtant, c'est les récoltes de leurs collègues allemands ou espagnols qui arrivent ensuite sur les étals des Français. Donc, quand on se place de leur point de vue à eux, je comprends une forme de désarroi. Et c'est vrai que c'est au niveau européen qu'on doit avancer. Je ne vais pas revenir sur les questions des agences et des avis, parce que c'est un débat sur lequel il y a pas mal de gens qui vous ont répondu sur la toxicité ou non. Enfin bref, c'est pas à moi de trancher là-dessus. Moi, il y a deux choses qui m'embêtaient dans cette loi. La première, c'est que même en réintroduisant ce pesticide, on ne sauve pas la filière, on ne sauve pas structurellement la filière betterave et en général l'agriculture française, parce qu'il y a toujours des pratiques déloyales, en tout cas des pratiques moins chères qui sont faites dans les autres pays. C'est ce que nous, à Impact France, on appelle la primovice. En gros, pour produire moins cher, il suffit de moins bien payer les gens et d'utiliser des produits plus dangereux ou de ne pas traiter ses eaux usées, etc. Donc, je comprends la question de répondre à court terme aux betteraviers, mais si on réfléchit à long terme, on voit qu'on doit aller vers une agriculture qui est moins polluante et que cette trajectoire va faire de la perte de rendement, va faire de la perte de compétitivité s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Donc, moi, ça m'interroge aussi sur la vision long terme qu'on a pour notre agriculture et pour généralement notre politique écologique. Et la deuxième chose que je trouve que ça pose comme question, qui pour moi est assez grave, ça veut dire que il y a un secteur, on peut introduire un produit et si le secteur fait suffisamment de lobbying, on peut revenir en arrière sur ce qui se passe. Moi, ça, je trouve ça grave sur deux choses. Premièrement, c'est que ça pénalise les gens qui font vraiment la transition, qui jouent le jeu. Les gens qui investissent dans la R&D. Ça marche pour beaucoup de choses, pour MaPrimeRénov', pour toutes les lois en fait, qui font progresser. C'est-à-dire que ça pénalise les entreprises qui passent le pas, les entreprises qui s'engagent. C'est-à-dire, sur MaPrimeRénov', je parlais avec des artisans qui ont investi dans les machines, qui sont spécialisés en rénovation et tout. Et le fait que ça soit coupé comme ça, c'est vraiment très handicapant en termes business. Et surtout, ça favorise un type de pratique chez les entreprises, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'argent dans l'adaptation aux lois, dans la formation, etc., on va mettre dans la R&D, on va mettre de l'argent dans le lobbying. Et je le vois avec la loi fast fashion, là, on a des géants de la fast fashion qui, au lieu d'ajuster leurs pratiques, dépensent des millions pour faire tomber cette loi. Et du coup, c'est un peu ça le comportement qui va être sélectionné. Et
je le redis, c'est quelque chose de classique chez Invox France. Nous, on a besoin de stabilité, notamment sur les lois qui demandent de la transformation et de la R&D sur nos secteurs. On va ouvrir un autre débat parce que l'objectif de l'IED, c'est d'être très concret. On va prendre l'exemple de la transmission de l'héritage, parce que ça touche évidemment à... D'abord, la transmission, c'est une valeur qui est sacrée pour les Français, et en même temps, elle reproduit les inégalités. Il faut concilier ces deux exigences, ces deux contradictions françaises. Gabriel Attal, sur l'héritage, comment on réconcilie ces deux valeurs qui sont celles de l'égalité et celles de la transmission ? Moi, je pense qu'on n'est plus dans un débat de paramètres. Je vois les débats sur l'héritage. Est-ce qu'il faut taxer un peu plus tel héritage à partir de telle somme? Moi, je pense que la crise qu'on vit aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue social, avec les mouvements qui sont annoncés, ce n'est pas une crise conjoncturelle. Elle est liée, je pense, très profondément à un décalage entre notre modèle, qui est un modèle qui a été fondé post-45, et la société qui a considérablement changé aujourd'hui. On ne peut pas faire tourner la France de 2025 avec un modèle de 1945. Un modèle qui a été créé à une époque où l'espérance de vie n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui. Un modèle qui a été créé à l'époque où il y avait une natalité florissante, alors qu'aujourd'hui on voit que la natalité diminue et donc que la population vieillit. Un modèle qui a été créé à l'époque où l'économie était tirée par la consommation, la demande intérieure, alors qu'aujourd'hui on voit que les choses ont complètement changé et que l'IA est une révolution absolue. Un modèle qui a été créé à l'époque des gros partis dominants qui pouvaient avoir une majorité absolue et gouverner la France tout seul, alors même qu'aujourd'hui, les Français sont en attente d'une pluralité politique et de la capacité à bâtir du consensus entre des partis qui ne sont pas d'accord entre eux, qui font campagne les uns parfois contre les autres, mais qui doivent se mettre autour de la table. Et c'est tout ce modèle-là qu'il faut réinventer. Sur la question de l'héritage, moi, le constat que je fais, c'est plutôt un constat économique. On a aujourd'hui, si je devais schématiser, résumer, même si évidemment il y a beaucoup d'exceptions, parfois douloureuses exceptions, mais on a globalement des Français qui ont la soixantaine, qui héritent de Français qui ont 90 ans, avec des sommes d'argent assez importantes qui ne financent pas l'économie réelle. Et un matelas financier qui va de sexagénaire en sexagénaire. Moi, c'est comme ça que je regarde surtout la question de l'héritage. Comment est-ce qu'on fait pour que le patrimoine des Français, pour que l'épargne des Français, elle circule plus vite et puis elle puisse financer davantage l'économie réelle, qu'elle puisse aussi financer l'innovation, investir pour nos entreprises, pour nos startups. Et donc c'est pour moi moins un paramètre de dire est-ce qu'on va faire une taxe, c'est plutôt un modèle à réinventer pour favoriser cette circulation des fonds et des capitaux. Après on peut se dire il faut taxer l'héritage pour des raisons symboliques, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'héritage et il faut les taxer. Moi, je ne suis pas en accord avec ça. Je ne crois pas à la fiscalité symbole. Je ne pense pas que ça soit efficace par ailleurs. Il y a une étude très intéressante qui vient de sortir d'un professeur de Berkeley qui s'appelle Enrico Moretti, qui a fait une étude comportementale sur la question de la fiscalité de l'héritage aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, chaque État a sa législation. Et ce qu'il montre, c'est que quand un État augmente fortement la fiscalité sur l'héritage, vous avez un certain nombre de personnes qui sont concernées et qui vont dans l'État d'à côté ou dans un autre État pour échapper à cette fiscalité. Je crains qu'en France, l'attachement à l'héritage soit encore plus important qu'aux États-Unis. C'est Victor Hugo qui écrivait plutôt, l'héritage c'est la main du père, aujourd'hui on dirait, j'espère aussi la mère, tendue aux enfants à travers les murs du tombeau. Il y a quelque chose de très culturel autour de ça. Donc je ne suis même pas sûr de l'efficacité économique d'une telle mesure. Julia Faure, qu'est-ce que vous en pensez? On peut rajouter à ça la guerre des générations qui monte aussi, notamment sur les réseaux sociaux, avec les Nicolas qui se plaignent des boomers et des Claude et des Bernard qui ont profité des 30 glorieuses et des retraites élevées. Comment on sort de ces contradictions? Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que je trouve que c'est un discours qu'on entend beaucoup, c'est un discours d'impuissance politique. On dit, oui, idéalement, ça serait bien de taxer les plus riches, mais ils risquent de partir. Donc... non, je veux pas déformer vos propos et je veux pas vous piéger, mais ce truc de dire ils risquent de partir, donc n'agissons pas sur ces gens-là. Je trouve que moi, ça m'interroge d'aller prendre des fonctions politiques pour dire en fait finalement il n'y a qu'une seule voie à suivre et la seule voie qu'on peut suivre, c'est finalement toujours que ça soit globalement la classe moyenne ou les plus populaires qui payent et baisser nos standards sociaux et environnementaux. Moi, au-delà du risque d'avoir des gens qui changent d'état ou des riches qui parlent, il y a un risque aujourd'hui qui est tellement important dans notre pays, c'est un risque insurrectionnel, si je puis dire.
Enfin, là, on sent qu'il y a une grogne sociale, mais que nous, on voit depuis longtemps. Il y a quelques années, on avait appelé nos universités d'été, le thème, c'était pour une économie de la paix, parce qu'on disait que si on continue avec des politiques qui creusent autant les inégalités et qui abîment autant l'environnement, on va vers un monde de guerre, mais de guerre interne, de guerre au sein de notre pays. Donc, ça me semble être une urgence bien plus alarmante que l'idée que quand on taxe des plus riches, il puisse y en avoir qui échappent. Et ça m'interroge toujours le fait de répondre par des questions techniques. Vous voyez ce que je veux dire? On dit on taxe pas les riches parce que c'est pas possible techniquement. Moi je pense que ça serait intéressant de se dire ok, on sait qu'il y a un problème de répartition de richesse en France. On sait que voilà, la richesse elle est concentrée chez les X% et que si on prend pas l'argent chez eux, on va aller prendre sur le coût du travail, sur les entreprises, sur la classe moyenne, sur la TVA. Bon on est d'accord qu'il faut aller prendre l'argent là où il est. Bon vas-y, maintenant on trouve des solutions innovantes pour aller chercher cet argent. Il faut par exemple, parce que si je peux répondre sur ce point, c'est pas une manière de se défausser techniquement. Alors, je ne suis pas pour l'augmentation des impôts. C'est un vrai débat. Donc c'est pas parce qu'on pourrait pas le faire. On pourrait le faire, la France est assez bonne. Vous n'êtes pas pour l'augmentation des impôts pour les plus riches? Mais d'une manière générale, en fait, moi je considère que la France, contraire, et c'est peut-être unpopular opinion aussi, mais la France, c'est pas un paradis fiscal en fait, pour personne. Quelle que soit la catégorie de revenus, quelle que soit la catégorie d'entreprise, on est globalement plus taxé en France que chez la plupart de nos voisins. Pourquoi on a des super milliardaires alors? Comment? Pourquoi on a des super milliardaires alors? Mais le problème, c'est pas qu'on ait des milliardaires. Le problème, c'est qu'on ait encore des personnes qui soient dans la précarité. Moi, c'est pas un problème en soi qu'on ait des milliardaires en France. S'il y a des personnes qui créent une entreprise qui devient un géant un jour international et qui deviennent milliardaires, j'ai envie de dire tant mieux pour le pays, tant mieux pour eux par ailleurs, mais surtout tant mieux pour le pays et notre économie. L'objectif, ça doit pas être qu'il y ait plus de milliardaires. L'objectif, ça doit être qu'on vive mieux en France et qu'il y ait une meilleure redistribution. Là-dessus, on se rejoint. Mais sans utiliser l'outil de l'impôt. Elle n'est pas là, je crois, pour appauvrir les gens. Non, elle est là pour redistribuer. Elle est là pour faire financer notre modèle social, nos services publics, nos politiques publiques. Donc le problème, c'est pas qu'il y ait des milliardaires. Mais elle est là pour redistribuer aussi. Vous pensez qu'elle est là pour redistribuer? Mais bien sûr. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui payent plus d'impôts que d'autres. Eh ben c'est normal. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La France, c'est le seul pays de l'Union européenne qui a un impôt sur la fortune. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Je crois que la quasi-totalité des pays de l'Union européenne n'ont plus d'impôt sur la fortune. On assume, on a un impôt sur la fortune. On a le taux marginal d'impôt sur le revenu le plus élevé de l'Union européenne. On a le taux maximal de CSG le plus élevé de l'Union européenne. On a fait la flat tax sur les dividendes. Ça nous ramène simplement dans une moyenne européenne, mais globalement, on était très au-dessus auparavant. On a toujours un taux d'impôt sur les sociétés qui est globalement plutôt dans la fourchette haute, et des impôts de production sur nos entreprises, notamment dans l'industrie, qui, même si on les a baissés, sont 4,5 fois supérieurs à ceux des Allemands. Donc, je dis simplement que c'est pas vrai de dire que la France est moins disante sur la question des impôts. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de légitimité à avoir un débat sur le fait de les augmenter encore. Moi, je ne suis pas favorable. Et je pense que c'est un beau débat qu'on doit avoir ensemble. Je trouve que quand on dit augmenter l'impôt, c'est comme si on mettait tout le monde dans le même panier. Moi, je ne suis pas pour augmenter l'impôt, je suis pas pour augmenter la TVA, parce qu'on sait que ça pèse sur les revenus les plus modestes. Mais je trouve que là, il y a une telle inégalité de répartition de richesse entre les entreprises, les individus, etc., que c'est pas du tout la même question de se dire on augmente l'impôt pour tout le monde et on augmente l'impôt sur les plus gros capitaux, ceux qui versent plus de dividendes. Mais et moi, ce que je trouve étrange, c'est que, enfin, moi, je veux dire que la colonne vertébrale idéologique, ça soit de ne pas augmenter les impôts. Les impôts, c'est qu'un moyen. Enfin, je veux dire... C'est pas ma colonne vertébrale idéologique, c'est-à-dire que c'est une conviction que j'ai, c'est quelque chose que je défends, mais je me lève pas le matin en me disant je veux pas augmenter les impôts. J'ai quand même d'autres ambitions pour mon pays. J'ai plein d'ambitions pour mon pays, on peut y revenir. Mais je veux dire, on est interrogé sur la fiscalité sur les impôts. Et je voulais rebondir, parce que vous avez parlé d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment, qui est cette histoire de guerre générationnelle avec les boomers, etc. Et moi, j'avoue que je suis très réservé sur ce débat-là. D'abord, on est toujours le boomer de quelqu'un. Et donc, segmenter comme ça la population, je veux dire, les actifs d'aujourd'hui, surtout à partir d'un certain âge, c'est les boomers de demain. On est jeunes, mais on a des parents, des grands-parents, et je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'on peut faire une généralité de toutes les personnes âgées dans notre pays qui seraient d'affreux profiteurs, qui se sont bien gavés sur le dos des jeunes et que maintenant il faut aller punir. Et moi je crois qu'on ne fait pas de la politique pour opposer les uns aux autres, pour segmenter comme ça et dire en gros il y a des cibles, alors il y a les agriculteurs, il y a les patrons et maintenant il y a les retraités, les boomers. Moi je pense qu'on est là pour essayer de regarder comment est-ce qu'on rassemble et comment est-ce qu'on a une juste recherche de l'effort. Et donc le fait qu'il y ait beaucoup de dépenses pour nos retraites, c'est une réalité.
agite beaucoup en ce moment dans les médias le fait qu'il y a eu 1000 milliards de dettes depuis 10 ans. Sur les 1000 milliards de dettes, 492 milliards sont liés à la dépense de retraite. Donc, est-ce qu'il faut demander des efforts sur les retraites quand on demande des efforts globalement à l'Assemblée des Français? Je suis président d'un des seuls groupes parlementaires qui a considéré qu'on pouvait le faire et ce n'était pas très populaire à ce moment-là. Mais donc moi, pour répondre très concrètement à votre question sur ce point, je ne suis pas là à dire il faut aller punir les vieux parce que les jeunes ont aujourd'hui une dette à gérer. C'est vrai qu'on est d'une génération qui se retrouve avec la dette écologique, la dette financière et qui globalement est dans un monde instable et que peut-être que des personnes âgées aujourd'hui ont eu plus de chance dans la période historique qu'elles ont connue. Mais je veux dire, c'est pas de leur faute ou c'est pas elles qui l'ont décidé. 2, s'il y a des mauvaises décisions qui ont été prises, c'est pas les gens, c'est les responsables politiques qui ont gouverné à ce moment-là. Alors malheureusement on arrive à la fin, mais on va faire comme dans les émissions de télé, on va vous donner 1 minute chacun pour dire pourquoi vous vous engagez, pourquoi vous voulez être dirigeant, que ce soit dans le milieu des corps intermédiaires comme Impact France ou avec un nouveau parti Renaissance que vous allez bientôt rebaptiser. Pourquoi vous faites ça ? Moi je m'engage parce que j'ai au fond de moi la conviction profonde qu'on a une chance inouïe de vivre en France, une chance inouïe de vivre en Europe, parce que par-delà les divergences, par-delà les débats qu'on peut avoir, et c'est sain qu'on puisse les avoir, parce qu'on ne les a pas dans tous les pays, et malheureusement on les a dans de moins en moins de pays, je pense qu'on a une même conception de la dignité de l'homme et du progrès pour la société, en tout cas dans les grandes lignes. Et qu'ensuite il y a un débat de mesures, un débat de paramètres, et moi j'ai envie d'y participer parce que j'ai envie, quand je me lève le matin, pour revenir à ce qu'on disait il y a un instant, j'ai envie de regarder comment je peux faire progresser les choses pour mon pays, vers plus de justice, vers une meilleure préservation de la planète et de l'environnement, encore une fois, avec des débats qu'on peut avoir sur des mesures. Et c'est pour ça que je m'engage. Mais je le fais avec une conviction absolue, c'est que ce n'est pas parce qu'on s'engage en politique qu'on détient, évidemment, toute la connaissance, mais surtout tout le pouvoir. Et que je pense qu'on doit tous ensemble réinventer la manière de gouverner la France. Et on doit sortir, et je le dis, c'est nous les politiques, sortir d'une culture très paternaliste, avec un espèce de surmoi gaulliste, une vision très hiérarchique, très descendante. On considère que c'est les politiques et c'est l'État qui doivent et qui peuvent s'occuper de tout. Ça a été, je pense, aussi le cas dans les entreprises pendant longtemps, et les entreprises, elles sont sorties de ça beaucoup plus vite que ne l'est sortie la politique. Vous en êtes la meilleure preuve et la même démonstration. J'étais hier à l'université d'été de la CFDT, et ce que je leur disais, c'est qu'on doit être capable de bâtir maintenant des coalitions d'action avec des responsables politiques, des partis politiques, des syndicats, des associations, des entreprises. Ce que font les entreprises aujourd'hui avec l'entreprise à mission qui a été mise en place ces dernières années, qui a un grand progrès, c'est la démonstration que c'est aussi des acteurs de l'intérêt général. Et donc on doit le porter tous ensemble. Julia Faure, vous, en 1 minute aussi, c'est votre objectif de co-construire avec éventuellement les politiques ? Moi, je me rends compte que pour obtenir des victoires, il y a un peu de co-construction et il y a toujours un peu de rapport de force. Et, je n'ai pas fait d'études politiques, donc je l'ai découvert de la manière dure. Moi, pourquoi je m'engage ? Moi, j'ai une marque de vêtements et le début de mon engagement, c'était dire, je vais essayer de faire une marque de vêtements le mieux possible, quoi. Je vais essayer de faire quelque chose qui produit bien, qui traite bien les gens, qui utilise du coton bio, etc. Et je suis arrivée à un espèce de palier où ma marque va hyper bien, où on arrive à faire des trucs très éthiques, et pourtant le secteur textile n'a jamais été aussi polluant et aussi exploitant. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'engager dans des mouvements divers, en mode climat et Impact France plus récemment, parce que je me rends compte que l'entrepreneur, et surtout le petit entrepreneur seul, ne peut pas grand-chose. Il lui faut aussi un cadre réglementaire qui change les règles du jeu, parce que sinon, les entreprises comme les miennes et comme les nôtres sont vouées à être marginales, voire à disparaître, si tout à coup la loi du plus fort prend encore plus le pas. Donc moi, c'est pour ça que je m'engage. C'est marrant que vous disiez que le politique a finalement peu de pouvoir. Moi, je crois qu'il est temps pour le politique de réassumer que quand il arrive au pouvoir, c'est pour exercer le pouvoir. On peut pas arriver au pouvoir juste pour dire en fait on peut rien faire, l'Europe c'est comme ça et les gens ils vont changer d'État. Il faut assumer le pouvoir. Non mais je veux dire, il faut dire on est là pour changer les choses. Et là je dis ça parce que pour la loi fast fashion, le nombre de fois où on nous a dit non c'est pas possible, c'est comme ça, non, ça ne marchera pas, je l'ai entendu. Je veux dire, c'est un combat de plusieurs années, je l'ai entendu, mais dans je sais pas combien de cabinets, et de ministres, etc. Et en fait, on a pu le faire, mais en établissant un rapport de force, et c'est ça qui me chagrine, à l'intérieur de notre pays. À l'intérieur de notre pays, il a fallu établir un rapport de force pour faire passer une loi qui régule un modèle économique qui détruit des pans entiers de notre économie. Ce rapport de force, il faut le mener à l'intérieur de notre pays pour faire passer des idées, mais il faut aussi qu'on le fasse au niveau européen. Et moi, en tout cas, je me fais pas à ce
à cet aveu d'impuissance. Je ne crois pas. Je crois que nous sommes un pays fort. Je crois que nous sommes une nation forte et que nous l'ignorons encore. Pour l'instant, on se comporte comme si on était faible. Mais pardon, les États-Unis sont en train de se fragiliser à une vitesse incroyable avec leur nouveau boss. Mais Julia, je crois qu'on dit la même chose. Vraiment, on dit la même chose. Et l'exemple de la fast fashion, c'est bien que c'est parce que vous étiez aux côtés. Alors il y a eu du rapport de force, c'est pas toujours négatif le rapport de force, mais c'est bien parce que la société civile, avec les politiques, a travaillé ensemble, en passant par du rapport de force. Mais à la fin, sans vous, il n'y aurait pas eu la loi. Sans les politiques, il n'y aurait pas la loi non plus, parce qu'il faudra toujours des politiques pour passer des lois. En tout cas, j'espère, parce que ça veut dire qu'on reste dans un modèle démocratique où les gens qui font passer les lois sont élus. Donc je ne dis pas qu'on est impuissant, je ne dis pas que la politique est impuissante. Je dis que si on veut profondément faire changer la société dans l'orientation qu'on veut, il faut le faire tous ensemble et pas considérer que les politiques ont le monopole de l'action pour l'intérêt général, parce que c'est plus vrai depuis longtemps, et que si on finit par s'en rendre compte, par l'admettre et par en faire une force, on peut profondément et plus profondément encore changer les choses. Merci à tous les deux. D'accord.